Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Vous êtes en direct sur Décideur TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Éric Chauvet, directeur du département stratégie d'opinion à la TNS Sofres, un fameux cabinet d'études. Éric Chauvet, bonjour. Bonjour. Alors, notre ministre de l'économie et du redressement productif, Arnaud Montebourg, se fait le chantre du patriotisme économique et va de son veto ici ou là sur le rachat d'entreprises françaises par des investisseurs étrangers. Mais finalement, que pensent les salariés français qui travaillent tous les jours dans une filiale ou une succursale d'une entreprise étrangère installée en France? C'est ce que nous allons nous poser. Finalement, est-ce un choc des cultures ou une histoire d'amour? Tel est le thème de ce Décideur de l'Emploi. Alors, Éric Chauvet, vous avez 26 ans d'expérience dans les études, dont 16 ans dans les études internes, qui traitent du climat interne, de la communication interne et également de la marque employeur. Vous avez ainsi eu l'occasion de travailler aussi bien avec des PME que des multinationales sur des problématiques justement de changement liés au changement de culture et aux transformations des organisations. Est-ce que, à travers toute cette expérience, vous avez remarqué des différences déjà effectivement de perception des salariés entre les entreprises de différentes nationalités? Alors, oui, effectivement, et pas forcément celle que l'on s'attendrait à voir. Je vais peut-être commencer de façon plus large, pas forcément dans les entreprises en France, mais de façon générique. En gros, les salariés français sont parmi les plus critiques du monde. Bon, jusque-là, on est habitué à cette petite musique. On est un peu habitué, voilà. Effectivement. Comme de façon plus générale, ils sont critiques sur beaucoup de thématiques. Vous savez que le niveau d'optimisme en France est inférieur à celui des Afghans. Enfin bon, bref, ce genre de choses. Il y a quand même, c'est pas sur tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles ils sont complètement en phase avec ceux de plein d'autres cultures. Il y a des pays aussi par rapport auxquels c'est pas si différent. Alors on va y aller. De façon globale, ils sont pas beaucoup plus critiques que les Latins, on pourrait dire. C'est-à-dire que les Italiens, les Espagnols, souvent on est sur des choses assez comparables. On a observé un peu une fiesta, une movida espagnole au travail, milieu années 2000, quand vraiment ça allait très bien, mais dès que la crise est arrivée, c'est retombé, et on n'est pas sur des choses très différentes. Non, c'est plutôt, quand on parle de modèle, le modèle allemand, le modèle américain, où on est sur deux pays sur lesquels on a tendanciellement, et depuis des décennies, des résultats qui sont bien meilleurs auprès des salariés, mais là encore, pas sur tout. Typiquement, les Français, sur beaucoup de thématiques, l'ambiance dans le travail, la perception de son manager, les conditions de travail, le rythme de travail sont sur des choses très comparables à ce qu'on va observer dans ces pays-là. Là où se concentrent les difficultés, on va avoir vraiment deux grandes thématiques qui sont l'organisation et le management, où il y a visiblement, semble-t-il, une supériorité de ce qu'on appelle un peu le modèle rhénan et le capitalisme anglo-saxon. Et quand on dit anglo-saxon, c'est franchement américain, parce qu'en revanche, il y a très peu de ressemblances entre ce qu'on observe au Royaume-Uni et ce qu'on observe aux États-Unis. D'accord. Là, ils sont très différents. Le Royaume-Uni serait plutôt proche du modèle latin ? Je ne dirais pas du modèle latin, mais en tout cas, ce n'est pas un modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des niveaux de satisfaction qui donneraient le sentiment que c'est un modèle. S'il y a des thèmes sur lesquels ils sont un peu en avance sur les Français, d'autres un peu en retard, on n'est pas du tout sur des choses différentes. Alors, quelles sont justement les spécificités de ce modèle, peut-être qu'on pourrait appeler rhénan, américo-rhénan, voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut dire américo-rhénan d'ailleurs, parce que visiblement, c'est des choses un peu différentes qui sont à l'origine de leurs résultats. En Allemagne, il y a une culture du consensus. Aux États-Unis, on est plus sur une logique du contrat individuel, d'une responsabilité extrêmement clarifiée, précise, où il y a relativement peu d'ouverture pour l'initiative individuelle, enfin, je rappelle, non, pas l'initiative individuelle, mais la prise de responsabilité totalement autonome. Mais dans les deux cas, on est quand même sur quelque chose où, visiblement, l'initiative individuelle, ou plus exactement l'écoute du salarié est importante.
C'est-à-dire qu'on est sur des pays où, quand on leur demande est-ce que la direction écoute les salariés, on leur demande est-ce que les idées, les suggestions des salariés sont prises en compte, on a des résultats sensiblement supérieurs à ce qu'on va observer dans beaucoup d'autres pays, notamment en France. Donc on est à l'écoute, on est moins sur une logique top-down où les instructions descendent la pyramide de l'entreprise pour être exécutées de façon complètement fidèle, en tout cas c'est ce qui est souhaité par la direction, et dans une logique où on va beaucoup plus échanger dans l'ensemble de la pyramide pour développer l'intelligence collective, plus de réactivité, plus de créativité. Alors, est-ce que ce modèle-là, finalement, serait adapté aux salariés français? Alors, moi, je voudrais d'abord commenter un peu les fameux classements qui sortent chaque année des Great Place to Work, les endroits où il fait bon travailler. Si on se base sur les 2 derniers classements, 2014-2013, eh bien, force est de constater que les places sont trustées par les firmes américaines. Dans le top 10 2014, eh bien, il y a 6 entreprises américaines. Également en 2013, je peux citer Mars, PepsiCo, Microsoft, McDonald's, Procter & Gamble. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Finalement, les Français sont, on le dirait, à travers ces classements, plébiscitent quelque part le management américain. Oui. Alors, bon, nous, sous d'autres registres, on a pu aboutir à des conclusions similaires. On fait régulièrement des enquêtes auprès de l'ensemble des salariés pour voir un peu ce que pense l'ensemble des salariés français. Et une analyse qu'on a faite pour la première fois milieu année 2000, qui nous a beaucoup intéressés, a consisté à diviser un peu en 3 groupes les salariés, ceux qui travaillent dans des entreprises purement françaises, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas implantés à l'étranger, pas du tout mondialisés, ceux qui travaillent dans des multinationales d'origine française et ceux qui travaillent dans des multinationales d'origine étrangère. Et on se rend compte, quand on fait ce tri-là, que les salariés français de multinationales étrangères sont beaucoup plus satisfaits sur un certain nombre de thèmes, d'abord au global. Alors, pourquoi justement ces entreprises se démarquent-elles de leurs homologues françaises sur le management? Alors sur le management, on va observer des différences notamment sur la communication interne. Elle communique visiblement beaucoup mieux et avec des écarts vraiment très conséquent, on est sur du 20-25 points de mieux, ce qui est énorme, ça veut dire qu'il y a un salarié sur 4 de plus de satisfait dans ces entreprises-là, sur le fait que cette communication, elle est en phase avec leurs préoccupations, elle est réactive, elle est complète, elle est transparente, c'est le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Donc on y croit beaucoup plus aux messages qui sont envoyés par la direction, et c'est sans doute pour cela aussi qu'on a davantage confiance dans la direction et davantage confiance dans la stratégie. Ces entreprises expliquent mieux où on va, et du coup génère davantage un peu de cohésion et de confiance d'un bout à l'autre de l'entreprise, alors que depuis plusieurs années, on est plutôt sur une logique où dans les entreprises, on observe un peu une croissance en France de la défiance à l'égard de la direction et à l'égard de la stratégie. Alors, vous parliez tout à l'heure en effet aussi que ces entreprises-là étaient plus à l'écoute de leurs salariés. Parce que vous avez publié évidemment une étude à ce sujet sur vraiment la perception. Vous avez demandé aux salariés français qui travaillent justement dans des sociétés étrangères et d'autres qui travaillent dans une entreprise franco-française, quelle était leur perception sur un certain nombre de thématiques. Vous avez parlé de la direction de la stratégie, mais il y a aussi, j'ai vu dans votre étude, l'aspect gestion des managers. 78% des salariés français travaillant dans des entreprises étrangères estiment que l'entreprise est attentive à ses managers, alors qu'il n'y en a que 51% dans les entreprises françaises. Oui, effectivement, les entreprises étrangères, alors peut-être aussi signaler quand même que quand on dit entreprise étrangère, ça pourrait être très vaste. On a essayé de regarder de quoi il s'agissait. C'est quand même encore très majoritairement des entreprises allemandes ou américaines. J'espérais avoir suffisamment d'entreprises asiatiques pour commencer à comprendre un peu comment elles fonctionnent. Malheureusement, non, pas encore. Ça viendra un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ces entreprises qui justement sont plutôt originaires des 2 modèles dont on parlait tout à l'heure, effectivement, sont aussi beaucoup plus attentives à leur ligne hiérarchique. Et quelque part, juste sur les 2 tableaux, c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure qu'elles savaient beaucoup mieux communiquer visiblement, c'est-à-dire que leur communication interne était mieux perçue, mais la communication par la ligne managériale doit être également beaucoup plus efficace, puisque ils savent beaucoup mieux les gérer. Les managers eux-mêmes se sentent plus responsabilisés et plus valorisés dans ces entreprises. Et alors, justement, à contrario, qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle français? Montebourg, visiblement, nous écoute, puisque j'ai une question d'un internaute qui a emprunté le pseudonyme Montebourg et qui me demande qu'est-ce qui ne va pas avec le management franco-français. Voilà, justement.
Qu'est-ce qui blesse? Justement, on est dans une logique de top-down, hein, comme on dit. La décision part du haut et, doit aller directement à la base, hein, à contrario du management participatif qui peut partir de la base, en tout cas être influencé fortement par la base. C'est ça le point clé? Je dirais que c'est un des points clés, lui et l'organisation. Là, on ne l'a pas encore abordé, mais c'est peut-être l'autre grande thématique qui pêche un peu en France, où on ne cadre peut-être pas suffisamment les choses par rapport à d'autres cultures. Mais effectivement... Qu'est-ce que permet une bonne organisation? Que les gens sachent clairement ce qu'ils doivent faire au quotidien, comment réagir quand un imprévu se produit, et ne pas se perdre un peu en négociations internes ou pour obtenir quelque chose. C'est plus l'intuitu personnel qui va jouer, ce qui peut être efficace, hein, ce qui a pu être aussi une force des entreprises françaises par la cohésion qu'elles génèrent. Là, j'ai dit qu'il y avait une très bonne ambiance dans les entreprises françaises globalement, mais on perd en réactivité, on perd en efficacité parce que, voilà, souvent, au lieu d'appliquer simplement une procédure, en tout cas quelque chose qui est établi, on doit un peu négocier, prendre du temps, voir qui faire jouer pour obtenir la décision, etc. Et alors inversement, du coup, dans le modèle des entreprises allemandes et américaines, voilà, comment est optimisée l'organisation, si je puis dire? En Allemagne, ça va être beaucoup plus par cette culture du consensus qui fait qu'on met tout le monde autour de la table pour aboutir des décisions. Et une fois qu'on a décidé une façon de faire, tout le monde l'applique. Alors c'est plus long à décider. Donc sur ce point-là, les entreprises françaises ont une longueur d'avance. Elles vont être plus réactives dans la prise de décision. Par contre, une fois que la décision est prise, les Allemandes vont être beaucoup plus efficaces dans leur transcription et leur mise en œuvre. Exactement. Aux États-Unis, on va beaucoup plus être sur la codification, c'est chacun à sa place, chacun a son rôle. C'est très clairement précisé. Ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que si quelque chose n'est pas tout à fait dans les attributions d'une personne, c'est pas rare qu'un Américain dise « c'est pas mon problème », quand un Français dira « c'est peut-être pas mon problème, mais ça l'est de facto parce que je connais mon métier, je tiens mon métier et je sais que si je veux que les choses soient bien faites, il faut que je le fasse. » Bon, donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les cultures, mais on a un peu l'impression quand même au global que les avantages, au moins aujourd'hui, des modèles américains et allemands l'emportent sur les avantages des modèles français. En tout cas, c'est ce que nous disent aussi un peu les salariés des entreprises qui sont donc dans ces filiales des multinationales étrangères. Alors, en effet, hein, puisque je me base moi aussi sur un autre classement, le classement Universum, qui a réalisé une enquête auprès de 130 000 jeunes étudiants ingénieurs ou d'écoles de commerce, mais à l'échelle européenne cette fois-ci. Le classement, 2014, des entreprises les plus attractives. Si l'on se base sur les élèves des écoles de commerce, il y a une boîte française qui arrive dans le top 10, c'est L'Oréal, et qui a d'ailleurs un management assez éclectique. Et du côté des ingénieurs, on retrouve en tête les Allemands et les Américains. Est-ce que, encore une fois, ça témoigne peut-être d'un problème de managérial français? Alors, là, je suis un peu plus prudent, parce que quand on fait l'enquête, en l'occurrence, nous on en a une aussi qu'on fait sur le marché français, où là, les entreprises françaises sont beaucoup mieux représentées, voire trustent une part importante des premières places. On va retrouver L'Oréal, mais on va trouver aussi EDF très fort, on va retrouver des entreprises comme Danone, comme LVMH, comme Canal+, qui sont attractives, Air France, et j'en passe. GDF Suez, enfin bon, il y a quand même beaucoup de champions nationaux qui sont très attractifs pour les étudiants français. Quand on est au niveau de l'enquête internationale, quelque part, chaque champion national est dilué dans l'échantillon européen. Donc les Allemands sont un peu dilués, les Français aussi, les Britanniques, alors que si on regardait leur classement national, ils seraient beaucoup mieux perçus. Ce qui fédère au global, c'est un peu comme dans le cinéma ou la musique, hein, c'est les Américains, parce qu'eux, ils sont présents partout. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'ils apparaissent de façon forte. Après, effectivement, c'est pas impossible aussi que ces entreprises-là aient de quoi attirer les jeunes qui sentent lors des processus d'embauche que peut-être on attache davantage d'importance aux personnes, que la culture effectivement d'encouragement, d'initiative beaucoup plus participative plaît évidemment beaucoup aux jeunes, a fortiori de la génération Y, et donc ça constitue pour elles des atouts importants dans leur recrutement. Alors, on voit qu'il y a des attentes des salariés français qui vont plutôt dans ce sens. Est-ce que les comportements des recruteurs, des employeurs, des managers peuvent changer? Alors de cette génération X peut-être justement, est-ce que eux-mêmes vont peut-être aller vers plus de participatif? Est-ce que c'est ce vers quoi on tend en France? Alors ça, c'est un petit peu difficile de l'affirmer, c'est ce que d'aucuns vos études peut-être, vous pouvez le sonder.
On a tendance à relativiser un peu quand même les différences entre la génération Y et les précédentes. On a le sentiment que dans ce que l'on dit sur la génération Y, il y a une partie qui est aussi un petit peu de l'oubli de ce qu'étaient les jeunes il y a 10, 20 ou 30 ans. Je veux dire, on fait une étude un peu comparable, c'est l'Universum, grandes écoles. Sur beaucoup de points, il n'y a pas d'énormes écarts entre ce qu'ils nous disent aujourd'hui et ce que disaient les jeunes diplômés de 1988. Ce sont des préoccupations de jeunes finalement, hein, c'est intergénérationnel. Il y a de ça aussi. Alors après, effectivement, il y a d'autres éléments qui vont jouer. Il y a eu des bouleversements technologiques qui font que sans doute la logique de travail en réseau sera naturellement beaucoup plus forte chez les générations Y et a fortiori sur celle qui suit que chez les générations X. Alors, de toute façon, si on prend un peu de recul, de manière générale, une société, hein, si elle veut assurer sa pérennité, doit procéder à des ajustements, s'adapter. Parfois, ces ajustements sont imposés, deviennent une nécessité, hein, notamment à l'occasion de fusions ou acquisitions. On est en plein dedans, hein, c'est l'actualité pour nos boîtes françaises. Je pense évidemment à Alstom, hein, qui va peut-être se faire acheter, en tout cas pour sa branche énergie, par Siemens, l'allemand, ou General Electric, l'américain, mais également dans le secteur des télécoms. Hein, il y a des restructurations en jeu, franco-françaises, mais rumeur hier peut-être d'un rachat de Deutsche Bank de notre champion Orange, hein, notre opérateur historique. Comment on peut gérer dans ces cas-là, dans le cas d'une fusion, les différentes cultures? Comment faire en sorte que ce mariage soit réussi? Je dirais qu'un des points clés, c'est de bien connaître les cultures respectives des deux. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'intervenir dans un certain nombre de grandes fusions, dans certaines des majeures historiques. Quand on est face à des cultures effectivement extrêmement différentes... Vous êtes intervenu sur quel dossier, par exemple, vous pouvez en parler? Là, je pensais notamment à BNP Paribas, hein, où on était vraiment sur des cultures extrêmement différentes. L'important, c'est vraiment de bien connaître les spécificités de chacune des deux cultures pour essayer de trouver les zones de convergence et les accompagner. Parce qu'un des risques majeurs, c'est de perdre de vue que ceux d'en face ne réagissent pas sur les mêmes principes que vous. Et c'est ce qui conduit à un certain nombre de fusions, à connaître des succès mitigés, voire parfois des échecs. C'est aussi flagrant à l'international. Typiquement, les différences de mode de fonctionnement dont on parlait tout à l'heure, il est extrêmement clé de bien les connaître. Parce que là aussi, si vous les négligez complètement, vous allez droit dans le mur. Typiquement, c'est comme ça que Renault avait raté le rachat de Volvo, puis de Skoda, en appliquant des modes de fonctionnement franco-français que les Scandinaves et les Tchèques n'ont pas compris, décrypté et apprécié. Alors, quels sont les outils justement à disposition peut-être des managers pour faciliter cette connaissance réciproque? Typiquement, ce que l'on fait, nous, on fait partie, c'est-à-dire les études internes sont un moyen de mieux comprendre, alors avec des questions différentes de ce qu'on va faire dans un climat interne classique, hein, quand on fait une enquête sur une fusion, mais qui vont être conçues pour bien comprendre les cultures. Ça va être un peu les adjectifs qui sont représentatifs, qui parlent, qui évoquent les modes de fonctionnement gagnants ou au contraire perdants. On va essayer de décrypter quels sont les modes de fonctionnement, et pas uniquement par enquête de ce type-là. Il va y avoir aussi beaucoup d'entretiens individuels, beaucoup plus libre, où on cherche vraiment à comprendre chaque culture pour expliquer au management justement les différences, les zones de convergence et au contraire les zones de divergence qui peuvent devenir des points de friction, voire d'achoppement. Eh bien, merci beaucoup Eric Chauvet, ce sera le mot de la fin. La semaine prochaine, je recevrai justement Yves Grandmontagne, DRH de Microsoft France, une firme américaine implantée en France. Eh bien, ça sera l'occasion, on aurait pu l'avoir en plateau avec vous aujourd'hui, mais écoutez, on lui posera la question la semaine prochaine, de rebondir un peu sur nos échanges, ce qu'il en pense, est-ce qu'il est influencé par peut-être l'âme, l'esprit des fondateurs de Microsoft, Bill Gates, Paul Allen. Est-ce que cela se traduit dans son management? Et puis on lui demandera évidemment comment il arrive à attirer les talents dans ce secteur de l'informatique en perpétuelle ébullition et dans une concurrence très rude. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.